4 jours après la perte de mon mari. Je me tenais sur le porche de mes parents dans l'obscurité glaciale. Un jumeau endormi sur chaque hanche et un sac à langer me cisaillant l'épaule. Ma mère n'a pas ouvert la porte de plus d'une main. Elle a regardé les enfants, puis moi, et a dit à travers la moustiquaire. Ne fais pas de ton malheur notre fardeau. Tu as choisi cet homme. Ces bébés ne sont pas le problème de cette famille. Puis elle a verrouillé le pen dormant alors que j'étais encore là. Mon père a ramené les valises à la voiture pour que je parte plus vite. Il n'a jamais dit un mot. La même nuit. Les parents de mon mari ont conduit 90 minutes dans la neige et nous ont accueillis dans une ferme laitière. La banque se préparait déjà à la saisir. 11 ans plus tard, cette ferme s'est vendue pour 100 millions de dollars. Ma mère pensait m'avoir exclu pour de bon. Elle n'a jamais imaginé que la porte qu'elle avait verrouillée s'ouvrirait un jour de l'autre côté. Sous les yeux de toute la ville. Je m'appelle T.E. Holmes et j'ai 43 ans. Si la trahison, la famille de cœur et la justice qui prend son temps sont votre genre de choses, vous êtes au bon endroit. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez. Et abonnez-vous pour ne pas manquer ce qui se passera lorsque cette porte verrouillée s'ouvrira enfin dans l'autre sens. Pour comprendre comment une mère a pu dire ces mots à une veuve sur son propre perron. Il faut remonter plus loin que cette nuit-là. Il faut remonter au jour où je lui ai annoncé que j'allais épouser Owen Barrett. Ma mère, Darlene, gardait une certaine image de notre famille dans sa tête. Et elle a passé toute sa vie à la protéger. Nous étions assis au 3e banc chaque dimanche. Ses gratins gagnaient la foire du comté. Elle voulait un gendre qui portait une cravate à l'église et avait un nom que les gens reconnaissaient. Ce qu'elle a eu, c'est Owen. Le fils tranquille d'une famille de producteurs laitiers de 2 comtés plus au nord. Un homme avec de la graisse sous les ongles qui conduisait un camion d'aliments pour bétail pendant la semaine et aidait ses parents à traire les vaches le week-end. Tu te gâches dans une ferme en faillite, m'a-t-elle dit. Ne viens pas pleurer chez moi quand le prix du lait les mettra en faillite. Je l'ai épousée quand même. J'avais 28 ans. Je me souviens de la façon dont elle souriait pour les photographies et ne disait rien de gentil. Lorsque les appareils photo étaient baissés. Pendant 6 ans, j'ai dirigé une cuisine commerciale à Wellers Falls. J'ai géré une ligne complète. J'ai passé toutes les inspections sanitaires. Je connaissais les marges de coûts comme certaines personnes connaissent les paroles de chansons. Owen faisait ses tournées. Nous louions une petite maison près de mes parents parce que le loyer était bon marché et que la famille était proche. Et je me disais que proche était la même chose qu'aimer. Puis, un matin de février, avant le lever du soleil, Owen est sorti pour aider son père à vérifier le troupeau et il nous a quittés subitement dans le champ froid. Il avait 33 ans. Les médecins ont utilisé une expression que je n'avais jamais entendue auparavant. Un épaississement du muscle cardiaque que personne n'avait jamais détecté. Pas d'avertissement, pas d'adieu. Un instant, il enfilait ses bottes près de la porte et l'instant d'après. Ma vie entière avait un trou en son centre. Les jumeaux avaient 2 ans. Il y avait une petite police d'assurance vie. Le temps que les derniers hommages soient payés et que la dernière de nos dettes communes soit réglée. Il ne restait presque plus rien. En une semaine, j'ai compris que je ne pouvais pas payer le loyer seul. Alors, j'ai fait ce qu'une fille est censée pouvoir faire. J'ai fait 2 valises et un sac à langer, j'ai attaché Clara et Jonah dans leur siège auto. Et j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. La lumière du porche était éteinte quand je suis arrivé. Je me souviens de ce détail plus clairement que de presque tout le reste de cette année-là. Car dans notre famille, la lumière du porche signifiait que quelqu'un était attendu. Ma mère l'a laissé allumer pour les invités. Elle l'a laissé allumer pour ma sœur. Cette nuit-là, 4 jours après la perte de mon mari, elle l'a laissée éteinte. J'ai monté les marches avec un enfant endormi sur chaque hanche. La joue de Clara était chaude contre mon cou. La chaussure de Jonas était défaite et je ne pouvais pas la rattacher sans poser quelqu'un. J'ai frappé avec mon coude. La porte intérieure s'est ouverte. La moustiquaire non. Derrière ma mère, sur le comptoir de la cuisine. Je pouvais voir un gratin funéraire qu'un des voisins avait dû déposer. Il avait refroidi. La vapeur ne s'en élevait plus. C'est une chose étrange sur laquelle fixer son regard au pire moment de sa vie, mais je l'ai fait.
Maman, ai-je dit? Juste une nuit. Je trouverai une solution pour le reste demain. Les jumeaux dorment. Elle a regardé les enfants comme on regarde une facture inattendue. Ne fais pas de ton malheur notre fardeau, a-t-elle dit. Tu as choisi cet homme. Ces bébés ne sont pas le problème de cette famille. Les gens parlent déjà. Ti. Je ne tolérerai pas ça. Mon père se tenait dans le couloir derrière elle, à moitié dans l'ombre. C'était un homme grand qui avait passé sa vie à laisser ma mère parler. Et il n'a pas cessé d'être cet homme la pire nuit de ma vie. Il m'a regardé. Il a regardé ses petits-enfants. Et puis il a regardé le sol. J'ai entendu le peine dormant tourner alors que j'étais encore là. Un petit son ordinaire, un déclic. Mon père est sorti par la porte de côté une minute plus tard, non pas pour nous faire entrer, mais pour ramener mes 2 valises à la voiture afin que je parte plus vite. Il les a mises dans le coffre. Il l'a refermé doucement, comme si les bonnes manières comptaient encore. Papa, ai-je dit. Sa mâchoire a bougé. Rien n'en est sorti. Il est rentré et le Porsche est resté sombre. J'ai attaché les jumeaux dans leur siège. Je me suis assise derrière le volant d'une voiture que je n'avais pas démarrée. Mon souffle embuant le pare-brise. 2 bébés endormis et un homme parti et nulle part où aller sur terre. C'est alors que le téléphone s'est allumé sur le siège à côté de moi. C'était Marian, la mère d'Owen. Ti, ma chérie, a-t-elle dit avant que je puisse dire un mot. Es-tu toujours en ville? Je ne sais pas comment elle le savait. Peut-être qu'un cousin a appelé. Peut-être qu'elle savait juste quel genre de femme était ma mère, mieux que moi. Je lui ai dit où j'étais, assise dans une voiture froide devant une maison verrouillée. Et il y a eu un silence au bout du fil qui contenait tout mon avenir. Ne bouge pas, a-t-elle dit. Nous venons te chercher. Cyrus et Marian Barrett ont conduit 90 minutes vers le sud dans la neige cette nuit-là. Le père d'Owen avait 66 ans et ses mains tremblaient un peu sur le volant. Et il a fait ce trajet dans le noir parce que les enfants de son fils étaient assis sur un parking en février. Quand leur vieux camion est arrivé, Marian est sortie avant qu'il ne soit complètement arrêté. Elle n'a rien dit de sage. Elle a juste ouvert la portière arrière de ma voiture, a regardé Clara et Jonah. Et a commencé à déboucler les sièges auto comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Tu n'es pas un fardeau, a-t-elle dit. Tu es des nôtres maintenant. Suis-nous à la maison. La maison, c'était Barret-Hollow, près d'un village appelé Coram, dans le nord-est du royaume. Là où le Vermont commence à ressembler au sommet du monde. Quand nous avons enfin tourné dans l'allée vers minuit, la lumière de la cuisine était allumée. Marian l'avait laissée allumée avant de partir me chercher. Elle avait fait un lit. Il y avait une casserole sur la cuisinière, encore chaude. Parce qu'elle avait refusé de croire que je n'y serais pas avant la fin de la nuit. 2 maisons à 90 minutes de distance. L'une a laissé son Porsche dans le noir. L'autre a laissé la lumière de sa cuisine allumée pour une femme qu'elle n'était même pas sûre de pouvoir joindre. J'ai pensé à ces 2 lumières tous les jours depuis cette nuit-là. J'ai dormi dans une chambre qui sentait la fumée de bois avec un jumeau blotti dans le creux de chaque bras. Dans une maison que je ne savais pas encore en train de sombrer. Je l'ai découvert le lendemain matin. Je suis descendu tôt, comme on le fait quand le chagrin ne vous laisse pas dormir. Et Cyrus était à la table de la cuisine avec une pile d'enveloppes devant lui. Des enveloppes de la banque, du genre avec une fenêtre en plastique. Il a essayé de les glisser sous un journal quand il m'a entendu. Et cela m'en a dit plus que les enveloppes elles-mêmes. C'est grave à quel point, ai-je demandé. J'ai posé le café et me suis assise en face de lui. Il est resté silencieux un moment. Marian est entrée et s'est tenue derrière sa chaise avec une main sur son épaule. Et c'est Marian qui a finalement prononcé le chiffre. 740 000, a-t-elle dit. Et la coopérative qui nous achetait notre lait nous a laissé tomber à l'automne. Un gros transformateur à consolider. Ils ne veulent plus de petites fermes. Cyrus fixait la table. Le prix du lait a chuté pendant 2 années consécutives. Nous vendons des vaches vendredi juste. Pour payer la traite. Sa voix s'est brisée sur le mot vache. Pour un homme comme Cyrus, vendre le troupeau n'était pas une transaction.
C'était une reddition. La banque avait déjà programmé une vente aux enchères. Il y avait un panneau au bord de la propriété que j'avais dépassé dans le noir sans le voir. Vente aux enchères. Des lettres blanches sur un panneau rouge planté dans le sol gelé au bout de l'allée. Comme on planterait un piquet pour revendiquer une terre. J'étais venu à Barret Hollow parce que c'était la seule porte qui s'était ouverte. Maintenant, je comprenais que les gens qui l'avaient ouverte perdaient tout ce qu'ils avaient. Et ils nous avaient laissé entrer quand même. Sans jamais mentionner l'eau qui montait autour de leurs propres pieds. J'ai regardé les mains de Cyrus. J'ai regardé le prix du lait qu'il ne pouvait pas contrôler et le troupeau qu'il ne pouvait pas sauver. Et si vous ne vendiez pas le lait du tout, ai-je dit. Il m'a regardé comme si j'avais parlé une autre langue. Il ne savait pas encore que j'avais passé 6 ans à penser aux marges. Aux inspections et à ce qui transforme des ingrédients bruts bon marché en quelque chose pour lequel les gens feraient la queue pour payer. Moi non plus, pas entièrement. Mais quelque chose avait commencé à germer dans mon esprit, et ça ne voulait pas s'arrêter. Les premières semaines ont été plus dures que le deuil, d'une certaine manière. Parce que le deuil on peut le vivre couché et la fierté il faut la vivre debout. Je ne savais pas comment être aidé. J'avais passé toute ma vie d'adulte à m'assurer de ne jamais en avoir besoin. Quand Marian remplissait les bols des jumeaux le matin, je tournais autour, m'excusant. Tendant la main vers la cuillère. Quand Cyrus apportait du bois pour la chambre où nous dormions. Je lui disais que je pouvais le faire. Et il me regardait avec une patience qui n'avait rien à voir avec le bois. Tu peux nous rembourser en restant, a-t-il dit. C'est la totalité de la facture. Clara s'est habituée à la ferme en quelques jours. Elle avait 2 ans, et elle ne comprenait pas où son père était parti. Mais elle comprenait les vaches et les chats de grange. Et la façon dont Marian la laissait remuer les choses, et les enfants guérissent au temps présent. Jonah était plus difficile. Jonah se réveillait la nuit et se tenait à la fenêtre. Et un matin, il m'a demandé. De la manière neutre dont les jeunes enfants posent des questions énormes. Est-ce que papa est à l'autre maison? Il voulait dire la maison de mes parents. Il avait décidé que c'était là que nous avions essayé d'aller et que papa devait y attendre. Je n'avais pas de réponse qu'un enfant de 2 ans pouvait comprendre. Marian en avait une. Elle l'a pris dans ses bras, l'a porté à la fenêtre qui donnait sur le pâturage et a dit. Ton papa a grandi juste là-bas. Il a appris à marcher dans ce champ, donc c'est sa maison. Et ça en fait la tienne. Jonah a regardé le champ pendant un long moment, puis il a penché sa tête sur son épaule. Et quelque chose en lui s'est détendu. J'ai regardé une femme qui venait de perdre son fils unique donner à mon enfant un endroit où placer son père. J'ai compris ce jour-là que je n'étais pas toléré dans cette maison. J'étais gardé. Cette nuit-là, incapable de dormir à nouveau. Je suis allé accrocher mon manteau au crochet près de la porte arrière. Et j'ai trouvé la vieille veste de Grange d'Owen déjà accrochée là. Elle sentait encore son odeur. Diesel, foin et air froid. Marian n'avait pas pu se résoudre à l'enlever. Dans la poche intérieure, il y avait un petit carnet à spirale cornée au coin. Je l'ai ouvert sous la lumière de la cuisine. Sur la première page, de l'écriture en lettres capitales d'Owen, il y avait 4 mots. Comment sauver le vallon? Je suis resté assise à cette table jusqu'au lever du jour. Le carnet était l'argument privé d'Owen avec un avenir qu'il n'a pas pu voir. Des pages et des pages. Il avait réfléchi à la même chose que son père ne voulait pas dire à voix haute. Que vendre du lait cru à un transformateur qui fixait le prix était une course vers le bas. Sur une page, il avait écrit « Arrêtez de vendre du lait, commencez à vendre du fromage ». Et l'avait souligné 2 fois. Il avait esquissé un plan approximatif pour une fromagerie à la ferme. Il avait même écrit vers la fin « Demandez à maman la recette de Nana ». J'ai apporté le carnet à Marian le matin et je l'ai posé sur la table entre nous. Ouvert à cette page. Elle est devenue très immobile. Ma grand-mère faisait un fromage à pâte dure, a-t-elle dit finalement. Vieilli, fort, il a gagné des rubans avant la guerre. J'ai l'affiche. Elle s'est levée, a ouvert un tiroir qui n'avait manifestement pas été ouvert depuis des années. Et en a sorti une fiche de recette si vieille que l'encre était devenue brune.
Elle la tenait comme si elle pouvait se désagréger dans ses mains. Owen me posait des questions à ce sujet. Je disais toujours un jour. Un jour avait une façon de ne jamais arriver dans une ferme qui coulait. Mais ça ne fonctionne qu'avec le bon lait, a dit Marian. Nana disait toujours que le fromage ne vaut que ce que vaut la vache. Le bon lait, il s'est avéré, venait d'une vache dont personne ne voulait. Elle s'appelait Clémentine. Elle était vieille, avait dépassé ses meilleures années de production. Et elle était sur la liste de vendredi pour être vendue, non pas pour le lait, mais pour la viande. Parce que c'était tout ce que le marché pensait qu'elle valait. Cyrus l'a dit clairement quand j'ai demandé. Clémentine. Elle est trop vieille pour être vendue pour autre chose que de la viande, Ti. Mais son lait était différent. Plus riche, plus gras. Le genre de lait que la grand-mère de Marian aurait reconnu. J'ai tiré un seau ce premier matin, et je pouvais le sentir. Quelque chose de doux et d'herbacé que la cuve de stockage avait toujours masqué. Alors ne la vendez pas, ai-je dit. Donnez-moi 3 mois. Cyrus m'a regardé comme une femme qui venait d'enterrer son mari une semaine plus tôt n'avait pas le droit de faire des promesses sur du fromage. Mais Marian a posé sa main à plat sur la fiche de recette, et cela a réglé l'affaire. Clémentine est restée. J'ai fait la première meule dans la cuisine de Marian avec un thermomètre, une marmite. Et tout ce que j'avais appris sur le maintien de la propreté d'une ligne commerciale. C'est la partie que ma mère n'aurait jamais cru. Elle pensait que je m'étais marié en dessous de ma condition, dans une vie de fumier et de boue. Elle ne comprenait pas que je connaissais déjà la chose la plus difficile en alimentation. Qui est la discipline, les registres de température, l'assainissement, la patience mesurée en moi. J'avais dirigé une cuisine où une seule erreur vous faisait fermer. Je connaissais la propreté, et je savais comment attendre. Mais connaître une cuisine n'est pas la même chose que connaître le fromage. Et j'étais assez humble pour l'admettre. Cet hiver-là, j'ai conduit 2 heures aller-retour pour suivre un cours intensif de fabrication de fromage dirigé par une guilde du Vermont. Assise dans une salle de classe froide, prenant des notes. Pendant qu'une femme avec 40 ans d'expérience dans les mains me montrait pourquoi mon cahier se brisait mal. Je suis rentré à la maison et j'ai recommencé, encore et encore. Le premier lot a été un échec. Le deuxième aussi. Marian et moi nous sommes tenus au-dessus du 3e à 2 heures du matin. Et il a pris comme la fiche le disait. Et aucune de nous n'a rien dit parce que dire quoi que ce soit aurait pu porter la poisse. Puis est venue la partie la plus difficile de toutes, l'affinage. On fait une meule de fromage, et puis on attend 10 mois pour savoir si on a perdu son temps. 10 mois à payer pour nourrir une vache que le marché avait abandonnée. À ranger les meules dans une cave aménagée et à les retourner à la main, sans savoir. J'ai noté chaque lot dans un registre. Date, température, météo, la vache. Je ne savais pas alors qu'un registre de fabrication tenu honnêtement pendant des années est le genre de document qui prouve exactement qui a construit quelque chose. Je savais juste qu'Owen en aurait tenu un, alors j'en ai tenu un. À l'automne 2016. J'avais 40 meules de fromage affinés et aucune idée si une seule personne sur Terre les achèterait. Alors je les ai chargés dans le camion et j'ai conduit jusqu'à Boston. Il y avait une fromagerie dans une rue latérale de la ville. Le genre d'endroit avec un comptoir en marbre et une femme derrière qui goûtait tout avant de le vendre. Elle s'appelait Estelle Whitkim, et elle avait la réputation d'être impossible à impressionner. Je me suis tenu dans sa boutique dans mon seul beau manteau, ayant l'impression que la boue de Coram était encore sur mes bottes. Et je lui ai demandé d'essayer une meule. Elle a coupé une fine tranche. Elle n'a pas fait la conversation. Elle l'a mise dans sa bouche et son visage a légèrement changé. De la manière dont le visage d'un joueur de cartes change quand il essaie de s'assurer que ça ne se voit pas. Je goûte 200 fromages par mois, a-t-elle dit. D'où vient celui-ci? D'une ferme que la banque était sur le point de saisir, ai-je dit. Elle a coupé une autre tranche. Puis elle m'a regardé et a posé la question qui a changé ma vie. Pouvez-vous en faire 40 de plus d'ici l'automne? De vrais 40. Constant. J'ai dit oui avant d'avoir fini de faire le calcul. Puis je suis rentré à 85 miles à l'heure avec une commande écrite au dos d'un reçu et j'ai pleuré tout le long du trajet et je ne savais pas si c'était du chagrin ou de la joie parce que cette année-là,
Les deux avaient cessé d'être des choses différentes. Cette commande était la première preuve. Pas que nous serions sauvés. Nous étions loin d'être sauvés. Mais que ce que j'avais vu était réel. Que la chose que ma mère avait appelée une impasse avait un marché que je pouvais atteindre. Puis le deuxième lot a failli tout anéantir avant même que ça ne commence. Estelle avait dit un mot qui me terrifiait plus que la commande elle-même. Constant. N'importe qui peut faire une bonne meule. Une entreprise, c'est la meule que l'on peut fabriquer 400 fois. Et ce printemps-là, à mi-chemin de l'affinage de la nouvelle commande. Je suis entré dans la cave un matin et je l'ai senti avant de le voir. Une odeur anormale, aigre et piquante sur 3 des étagères. Quelque chose dans mon processus avait dérapé. Un joint fissuré sur un lot. Une contamination qui se propageait. Un amateur aurait essuyé les meules qui semblaient bonnes, les aurait expédiées et aurait prié. J'avais dirigé une cuisine commerciale. Je savais que dans l'alimentation, la chose que l'on ne voit pas est celle qui vous ruine. Et qu'une mauvaise livraison à une boutique comme celle d'Estelle ne vous coûte pas une commande. Elle vous coûte votre réputation pour toujours. J'ai retiré toutes les meules de ce lot. 40 d'entre elles, des mois de travail et de nourriture, et de l'argent que nous n'avions pas. Et je les ai détruites. Cyrus se tenait à l'entrée de la cave et me regardait emporter du fromage que nous aurions pu vendre. Et j'ai vu ce que cela lui coûtait. C'est le paiement de l'hypothèque que tu jettes dans le compost, a-t-il dit doucement. C'est notre réputation que je protège, ai-je répondu. On n'en a qu'une. Il n'a pas discuté. Il est allé trouver la fissure dans le joint de la salle d'affinage que j'avais manqué. Et il l'a réparée lui-même. Et il ne m'a jamais dit une seule fois que j'avais eu tort de le faire. C'était la première fois que Cyrus Barrett faisait confiance à mon jugement plutôt qu'à sa propre peur. Et ce ne serait pas la dernière. La semaine où la commande de Boston est arrivée. J'ai fait une autre chose qui importait plus que je ne le comprenais à l'époque. Je me suis assise avec une comptable à Coram nommée Nora Blaine et nous avons fait de la fromagerie une véritable entreprise sur le papier. Avec la propriété bien définie. Tu as construit ça, a dit Nora, le stylo planant au-dessus de la ligne. Toi et les parents d'Owen. Alors nous mettons ça par écrit maintenant. Qui possède quoi? Parce qu'un jour, ça va avoir une grande importance de savoir qui a construit ça. Je possédais la majorité, les 3/4. La recette que j'ai développée à partir de la fiche de Marian, la marque, l'exploitation. Cyrus et Marian détenaient le reste pour la ferme, la terre, le troupeau, le nom de famille. Il n'y avait aucune ligne sur ce document pour quelqu'un nommé Holmes. Mes parents n'avaient rien apporté, donc ils ne possédaient rien. C'était aussi simple que ça. Et un jour, ce serait toute l'histoire. J'ai signé mon nom et la même semaine, une carte postale est arrivée à la ferme sans nom dessus. Juste une scène de rivière et au dos une seule ligne d'une écriture que j'ai presque reconnue. Je l'ai mise de côté. J'avais du fromage à faire. Le ruban bleu est arrivé l'été suivant lors d'une foire régionale. Et il y a une photo de ce jour que je garde encore. Clara et Jonah, 4 ans. Debout devant une table pliante avec une pancarte écrite à la main qui disait « Fromagerie Barretolao ». Et Marian derrière eux avec la main sur la bouche. Owen sourirait à pleines dents en ce moment, a-t-elle dit. Ce ruban n'était pas de l'argent? Mais c'était la première fois que le monde extérieur à notre allée regardait ce que nous faisions et le qualifiait de bon. Estelle a mis nos meules sur son comptoir de Boston sous une petite carte avec notre nom dessus. Et les citadins qui n'avaient jamais senti une grange ont commencé à en demander plus. Nous avons donc construit lentement, de la manière dont les vraies choses se construisent. Nous avons ouvert une salle de dégustation dans l'ancienne laiterie. Rien de luxueux, un comptoir, 4 tabourets et une fenêtre donnant sur le pâturage. Les gens ont commencé à monter le week-end pour voir d'où venait le fromage. Clara, qui s'est attachée aux animaux comme certains enfants se passionnent pour les livres, faisait visiter aux gens pour rencontrer Clémentine. Et l'histoire de la vieille vache que la banque voulait vendre est devenue une partie de la raison pour laquelle les gens nous aimaient. Jonah, qui était né en comptant, s'asseyait à la caisse et annonçait nos ventes à toute la salle. Maman, nous avons encore tout vendu. En 2018, nous avions fait ce qui semblait impossible dans cette première cuisine froide.
Nous avons remboursé le premier prêt bancaire. Cyrus s'est tenu au bout de l'allée et a arraché le panneau de vente aux enchères du sol de ses propres mains et l'a mis à la poubelle. Et cette nuit-là, il a dit, c'est la première fois en 10 ans que je dors toute la nuit. Le porche de la ferme avait aussi une lumière. Nous avons commencé à la laisser allumer. Une autre carte postale est arrivée cet automne. Cette fois, il y avait une phrase complète au dos. Fier de toi. Paige, ma sœur. Je suis resté longtemps devant la boîte aux lettres avec elle. Paige, qui n'avait pas appelé quand Owen est mort. Paige, qui se tenait derrière ma mère en esprit, sinon en personne. La nuit où le Pen dormant a tourné. Paige regardait depuis des années maintenant. Elle regardait de loin, sans rien dire, en voyant des cartes postales de rivière. Ma sœur a suivi tout ça depuis le début, ai-je dit à Marian cette nuit-là. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas un appel ou un mot quand ça aurait signifié quelque chose? Marian, qui était plus sage qu'elle ne le laissait paraître, a séché un bol et l'a posé. Les gens regardent quelque chose, a-t-elle dit. Quand ils attendent de voir si ça vaut la peine de s'y impliquer. Je ne comprenais pas encore ce qu'elle voulait dire. J'allais le comprendre. En 2022, la fromagerie Barretolo était sur les étagères des épiceries dans 30 États. Je veux être honnête sur la façon dont cela s'est produit, car ce n'était pas un miracle. Une vache et une ferme ne peuvent pas nourrir une marque nationale. Je l'ai appris rapidement. La première fois qu'une commande plus importante que ce que tout notre troupeau pouvait fournir est arrivée. Ce qui nous a sauvés et ce qui nous a fait. C'est que j'ai arrêté de penser à notre ferme et j'ai commencé à penser à notre vallée. Il y avait une douzaine d'autres laiteries familiales à moins d'une heure de nous. Chacune d'entre elles se faisait écraser par les mêmes transformateurs. Chacune d'entre elles a un coup de téléphone de son propre panneau de vente aux enchères. Je suis allé les voir, une table de cuisine à la fois. Et j'ai proposé d'acheter leur lait à un prix juste, un vrai prix, pour faire du fromage. Nous avons construit une véritable fromagerie. Une salle de fabrication centrale et des caves d'affinage creusées dans la colline. Et j'ai mis le lait de ces fermes au travail. Barretolo est resté le fleuron, la source, l'endroit avec la salle de dégustation. L'histoire est la vieille vache. Mais l'entreprise en dessous est devenue quelque chose de plus grand. Un moyen pour toute une vallée de fermes en faillite de survivre en fabriquant quelque chose. Ensemble au lieu de vendre du lait cru à des hommes qui fixaient le prix dans une salle de conseil. Ce fut la plus grande dispute que Cyrus et moi ayons jamais eue. Construire une fromagerie centrale et creuser des caves d'affinage dans la colline signifiait emprunter à nouveau de l'argent réel, contre des terres que nous venions à peine de cesser de perdre. Cyrus avait passé une décennie avec une enveloppe de la banque face contre table sur sa table de cuisine. Et l'idée de signer un autre billet le rendait blême. Nous venons à peine de sortir la tête de l'eau, a-t-il dit, debout dans la laiterie. Son chapeau à la main. Et tu veux parier toute la ferme sur les vaches des autres. Et si le lait n'est pas bon? Et s'ils s'en vont? Alors nous les aurons aidés à survivre une année qu'ils n'auraient pas survécu, ai-je dit. Et si ça marche, Cyrus, aucun transformateur au monde ne pourra plus écraser cette vallée. Car nous serons le transformateur. Il a secoué la tête. Marian s'est assise entre nous et nous a laissé nous disputer parce qu'elle savait qu'un mariage d'idées a besoin d'espace pour argumenter. Nous avons tourné en rond pendant 3 nuits. Je lui ai montré les chiffres que j'avais construits comme j'avais autrefois construit des budgets de cuisine. Chaque gallon, chaque meule, chaque mois. Il a trouvé des failles. Je les ai comblées. La 4e nuit, il a posé sa main à plat sur les papiers. Comme Marian avait autrefois posé sa main sur la fiche de recette. Owen croyait que tu pouvais faire des choses que le reste d'entre nous ne pouvait pas, a-t-il dit. J'aurais dû le croire plus tôt. Puis, d'un ton bourru, car ce n'était pas un homme de discours, construit tes caves. Les mères de ces fermes ont commencé à laisser leur lumière de cuisine allumée pour moi aussi. Les commandes directes ont explosé. Les gens voulaient du fromage qu'ils pouvaient retracer jusqu'à une colline et une famille. Et nous pouvions leur dire exactement laquelle. En 2023, nous faisions plus de 40 millions de dollars par an. Un critique gastronomique d'un journal national est venu, a passé 2 jours.
Et a écrit un article qui qualifiait Barretolo de fierté du Northeast Kingdom. Mes enfants étaient sur les étagères des épiceries. Les 4 mots d'Owen dans un carnet corné étaient devenus une entreprise qui maintenait les lumières allumées pour une centaine de familles. Le succès n'est pas arrivé sans sa propre sorte de terreur. Plus nous grandissions, plus il y avait à perdre en une seule mauvaise journée. À l'été 2022. Un test de routine dans l'une de nos fermes partenaires a signalé quelque chose dans le lait cru. Un problème de qualité qui pourrait, s'il atteignait une meule, blesser quelqu'un. Rien n'avait été expédié, mais rien n'était certain non plus. J'avais un compte national qui nous surveillait de près. Le genre qui laisse tomber une petite marque au premier murmure de problème et n'explique jamais. Pourquoi? J'ai fait ce qui nous avait sauvés dans cette cave 6 ans plus tôt. J'ai tout arrêté. J'ai retiré le lot. Les tracés et j'ai appelé l'acheteur moi-même avant qu'il ne puisse l'entendre de quelqu'un d'autre. Je leur ai dit exactement ce que nous avions trouvé, ce que nous avions fait. Et ce qu'il me coûterait d'être certaine. Mon contrôleur pensait que j'étais folle de signaler un problème que personne n'avait détecté. Tu viens de leur donner une raison de partir, a-t-il dit. Je leur ai donné une raison de nous faire confiance, ai-je répondu. Il y a une différence, et elle vaut plus que le compte. L'acheteur est resté silencieux au bout du fil. Puis il a dit, la plupart des entreprises de votre taille auraient étouffé ça. Il nous a gardés. La vallée a continué à traire. Et j'ai appris qu'une réputation n'est pas quelque chose qu'on vous donne une fois. C'est quelque chose que vous regagnez à chaque fois. Ce serait plus facile de ne pas le faire. C'est l'année où ma mère a appelé. Je dois vous dire comment j'ai découvert ce qu'elle faisait, car ce n'était pas par l'appel. C'était lors de funérailles. Une grand-tante à nous est décédée et je suis descendu à Wellers Falls pour le service. Après, dans la salle paroissiale. Autour d'un café et des mêmes gratins avec lesquels j'avais grandi, le pasteur, un homme à la voix douce nommé Lial Emerson, a pris ma main dans les siennes. Ti, a-t-il dit chaleureusement, toute la ville est si fière. Et tu sais. Ta mère a toujours dit qu'elle t'avait aidé à te remettre sur pied après Owen. C'est ce que fait la famille. Une chose magnifique. Vraiment. J'ai senti le sol basculer. Ta mère a toujours dit qu'elle t'avait aidé. Pendant 8 ans. Alors que je construisais une entreprise dans une vallée qu'elle n'avait jamais visitée. Ma mère était assise dans ce 3e banc. Racontant à tout le monde quelle était la raison pour laquelle j'avais survécu. Que l'histoire du fromage fermier avec une fin heureuse, c'était une histoire de la famille Holmes. Elle s'était patiemment inscrite dans cette histoire, dimanche après dimanche. De sorte qu'au moment où je comptais à nouveau, toute la ville croyait déjà qu'elle avait été l'héroïne. De l'autre côté de la salle, elle a croisé mon regard et m'a souri. C'était la première fois qu'elle me souriait en 8 ans. Je suis rentré en voiture et j'ai appelé Pêche parce que je devais savoir jusqu'où cela allait. Maman gardait un dossier, a admis Pêche après un long silence. Chaque article, les rubans de la foire, l'article du magazine. Elle a tout un dossier. Ti. Elle l'a juste gardé et a attendu. Attendu quoi, ai-je demandé. Pêche n'a pas répondu. Et dans ce silence, j'ai compris le premier vrai tournant de ma propre vie. Ma mère n'avait pas perdu le contact avec moi. Elle n'avait pas pleuré une rupture pour ensuite passer à autre chose. Elle m'avait observé tout le temps, délibérément, silencieusement. Une femme découpant des articles de journaux sur une fille qu'elle avait mise à la porte dans la neige. Attendant que je redevienne digne d'être aimé. La distance n'avait jamais été de la distance. C'était une décision. Chaque jour pendant 8 ans, elle l'avait choisi. Les demandes ont commencé modestement, comme c'est souvent le cas. D'abord, c'était Pêche, autour d'un café. Elle m'a demandé de venir car elle voulait parler d'intégrer la famille à la marque. Ne serait-ce pas une belle histoire, a-t-elle dit. Les familles Holmes et Barrett réunies. La famille est de la famille, Ti, a-t-elle dit. Je l'ai regardé de l'autre côté de la table, le dossier de ma vie qu'elle avait clairement vu. Et j'ai senti quelque chose en moi devenir très calme et très clair. Tu m'as aidé à comprendre la famille, ai-je dit. Tu m'as aidé à comprendre exactement qui est la mienne.
Son visage a alors changé, la chaleur s'éteignant comme une lumière. Maman va te le demander elle-même, a-t-elle dit, et elle ne le demandera pas gentiment. C'était la première fois de ma vie que je disais non à ma propre famille sans sentir que je leur devais des excuses pour cela. Cette nuit-là, j'en ai parlé à Marian, et je lui ai dit autre chose. Quelque chose qui se formait en moi depuis la salle paroissiale. S'ils reviennent, et ils vont revenir, je veux que tout soit à sa place, ai-je dit. Les papiers, la propriété, la vérité sur qui était là. Je ne vais pas me battre contre eux. Marian. Je vais juste m'assurer que la vérité soit visible de tous. Marian a hoché lentement la tête. Et Clémentine? J'ai souri pour la première fois en une semaine. Elle prend sa retraite. Elle l'a bien mérité. Le téléphone a sonné 3 jours plus tard. Indicatif régional de Weller Falls. Le numéro de ma mère, inchangé en 8 ans. Je l'ai laissé sonner longtemps avant de répondre. Tilly, ma chérie. Sa voix était douce, la voix qu'elle utilisait pour les invités. Nous sommes si fiers de toi. Nous avons tout suivi. Nous devrions nous asseoir et parler d'eux. L'avenir en famille. En famille. 2 mots qui en disaient long. On verra, ai-je dit, et j'ai raccroché alors qu'elle parlait encore. Et je me suis tenu dans une cuisine dont je possédais les 3/4. Dans une maison qui m'avait accueilli quand la sienne m'avait rejeté. Et j'ai senti toute la forme de ce qui allait arriver. Elle n'a pas abandonné après un appel. Ce n'a jamais été sa manière de faire. Le suivant est venu avec une carte par la poste. Une carte achetée en magasin avec une photo de 2 enfants sur le devant qui ne ressemblait en rien au mien. Et à l'intérieur, de sa main soignée. Je pense à mes petits bébés. Ils doivent être si grands maintenant. Nous aimerions recevoir toute la famille pour le dîner du dimanche. Mes petits bébés. Elle ne les avait jamais rencontrés après l'âge de 2 ans. Elle ne savait pas que Clara aimait les chèvres et détestait le tonnerre. Ou que Jonah pouvait additionner plus vite que la caisse enregistreuse. Elle avait manqué 11 Noël et 11 anniversaires. Et tout le processus de leur transformation en personne. Et maintenant, avec un article de magazine dans un dossier quelque part. Elle pensait à ses petits bébés. Puis est venue l'offre de réunion proprement dite, un message vocal, chaleureux comme une tarte. Proposant que nous mettions tous le passé derrière nous et que nous nous unissions pour un nouveau départ en tant que famille. Elle a utilisé le mot famille 4 fois en 90 secondes. J'ai compté. Chaque fois qu'elle le disait, cela ressemblait moins à un lien et plus à une revendication. De la manière dont on enfonce un panneau dans un sol gelé. Je n'ai pas dit oui. Je n'ai pas dit non. J'ai laissé le silence faire ce que le silence fait et j'ai attendu de voir ce qu'elle demanderait. Quand la chaleur se serait dissipée. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Avant d'en arriver à la fin, laissez-moi vous poser une question. Car je pense que certains d'entre vous connaissent déjà la réponse au plus profond de vous. Combien de personnes ne se souviennent de votre famille qu'au moment où vous valez quelque chose? Gardez cette question avec vous. Car les miens étaient sur le point de se souvenir tous en même temps et ils étaient sur le point d'amener des témoins. L'offre est venue cet hiver-là et elle venait d'une entreprise appelée Ridgeline Foods. Leur représentant s'appelait Gordon Pruitt et il a atterri à Burlington. A conduit jusqu'à notre salle de dégustation et a exposé les choses clairement. Ridgeline voulait acheter la fromagerie Barrett Hollow, non pas pour la démanteler, mais pour la développer. Ils avaient la distribution pour mettre notre fromage dans chaque état et ils voulaient la marque. L'histoire, les caves, tout l'ensemble. Je lui ai fait répéter le chiffre 2 fois. 100 millions, a dit Gordon, structuré. 68 pour l'entreprise elle-même, la marque, les recettes. Votre base d'abonnés. Les contrats de vente au détail. 20 pour l'immobilier et les installations de production, les caves. Le centre d'accueil. Étage 12 sur un complément de prix lié à votre maintien en poste pendant 2 ou 3 ans pour atteindre les objectifs de distribution. 100 millions. Mademoiselle Holmes. Pour quelque chose que vous avez construit à partir d'une ferme qui allait être vendue aux enchères. Je suis resté assise avec ça un moment. 100 millions de dollars et chaque dollar avait un sens. La marque en laquelle les gens avaient confiance.
La terre et les caves qui faisaient le fromage. L'avenir que je resterais pour construire. Rien de tout cela n'était un ticket de loterie. C'était 11 ans de registre de fabrication. De salles de classe froides et de tables de cuisine dans une douzaine de vallées. Puis Gordon a froncé les sourcils et a brassé ses papiers. Une chose étrange, a-t-il dit. Une femme a appelé notre bureau le mois dernier, a dit qu'elle représentait votre famille. Voulait discuter d'une commission d'intermédiaire pour, et je cite, faciliter l'intérêt de la famille dans la vente au point. La pièce est devenue glaciale. Quel était son nom, ai-je demandé, bien que je le savais déjà. Holmes, a-t-il dit. Page Holmes. Nous lui avons dit qu'elle devrait vous parler. Ma sœur, qui m'avait observé pendant 11 ans et m'avait envoyé des cartes postales de rivière. Qui n'avait jamais levé le petit doigt pour aider à construire une seule meule de fromage. Avait appelé Ridgeline dans mon dos pour se tailler une part de courtier dans ma vie. De la manière dont on prélèverait un pourcentage sur l'affaire d'un étranger. J'ai demandé à Gordon de m'envoyer son courriel. Il l'a fait. Je l'ai imprimé cette nuit-là et je l'ai posé sur la table de la cuisine à côté des papiers de propriété de Nora. À côté du carnet d'Owen. 3 morceaux de papier. L'un montrait ce que ma famille avait construit. L'un montrait ce que j'avais protégé. Et l'un, dans les propres mots de ma sœur, montrait exactement ce pourquoi ils étaient venus. Je n'avais pas besoin d'un avocat pour gagner. Je possédais déjà tout ce qui comptait. J'avais juste besoin que la vérité soit exposée dans une pièce où tout le monde pourrait la voir. Alors, j'ai décidé où la mettre. J'allais organiser une journée portes ouvertes. Ridgeline voulait de toute façon une annonce publique. Une bonne histoire vend du fromage. Nous l'organiserions à la ferme en avril dans la grande grange restaurée. La semaine de la clôture de la transaction. La presse de la région. Chaque famille dont nous achetions le lait. Estelle venue de Boston. Toute la vallée que nous avions maintenue en vie. Et j'ai pris une autre décision qui a surpris même Marian. Ajoute mes parents à la liste, lui ai-je dit. Et Paige. Je les veux dans la pièce. Marian a posé le plat qu'elle essuyait. Tu es sûre, ma chérie? Laisse-les venir, ai-je dit. Je veux être clair sur la raison. Je ne tendais pas un piège comme vous l'imaginez. Je n'allais humilier personne. J'avais appris quelque chose en 11 ans que ma mère n'a jamais appris de toute sa vie. Que la vérité n'a pas besoin qu'on la crie. Elle a juste besoin d'une pièce et de lumière. Et des gens qui étaient réellement là. La demande est arrivée avant même que l'invitation ne puisse atterrir. Un texto de ma mère. Et je l'ai gardé parce que c'était la chose la plus honnête qu'elle m'ait jamais écrite. Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi. Nous méritons notre juste part de tout ça. Ne me force pas à raconter ma version de l'histoire. Ti. Ma version de l'histoire. C'était ça. Pas seulement de la cupidité, de la peur. Elle avait passé 8 ans à construire une version du passé où elle m'avait sauvé. Et maintenant? Elle était terrifiée par un événement public où la vraie version pourrait être révélée. La foire n'était pas seulement une question d'argent. C'était de l'argent pour acheter le silence. Elle voulait être payée pour maintenir le mensonge. J'ai répondu par une seule ligne. Tu veux ta part? Viens samedi. Dis-le à tout le monde. La nuit avant la journée portes ouvertes, je n'arrivais pas à dormir. Alors je suis sorti dans la grange. Clémentine était dans son box, le museau grisonnant maintenant, à la retraite depuis longtemps. Gardée non pas parce qu'elle gagnait sa nourriture, mais parce qu'elle avait gagné son repos. J'ai posé ma main sur son épaule chaude. On l'a fait, ma vieille, ai-je murmuré. J'ai pris le carnet d'Owen de l'étagère où je le gardais. Et je l'ai mis dans la poche de mon manteau. Puis je suis retourné à la maison et j'ai vu que Marian avait laissé la lumière de la cuisine allumée. Comme elle l'avait fait la toute première nuit. Et je suis resté dans la cour, dans le noir, et je l'ai regardé pendant un long moment. Au bout de l'allée, des phares ont tourné et se sont garés. La voiture de mes parents, une demi-heure en avance, assise au bord de la propriété dans le noir. Attendant. Une partie de moi avait toujours su qu'il viendrait en avance. Les gens qui verrouillent les portes sont les premiers à arriver quand ils pensent qu'une porte
pourrait s'ouvrir. Ils sont venus dans leurs vêtements du dimanche. Au moment où la journée portes ouvertes battait son plein. Il y avait peut-être 200 personnes dans cette grange. Des familles de producteurs laitiers dans leurs belles vestes. Estelle avec une écharpe qui coûtait plus cher que mon premier camion. Un journaliste du journal régional avec un appareil photo. Les gens de Ridgeline. Mes enfants se faufilant dans la foule. La grange brillait. Nous avions tendu des lumières sur chaque poutre. Et le tout rayonnait dans la vallée comme quelque chose que l'on pouvait voir de la crête voisine. Ma mère a arpenté la pièce comme si c'était sa propre fête. Je l'ai vu trouver le journaliste en moins de 10 minutes. J'étais assez proche pour l'entendre. Nous avons toujours cru en elle, a-t-elle dit, une main pressée sur sa poitrine. Ce ne fut pas facile ce que cette famille a traversé. Mais la famille l'a aidé à s'en sortir. C'est ce que nous faisons. Le journaliste a pris des notes. Mon père se tenait près de la porte, exactement là où il se tenait toujours. Moitié dans la lumière, moitié en dehors. Pêche planait près de la table de Ridgeline, près de Gordon. Arborant le sourire d'une femme qui pense avoir déjà été payée. Je me suis approché du microphone que nous avions installé à l'avant et la salle s'est calmée. Et ma mère m'a souri radieusement depuis la foule comme une femme sur le point d'être publiquement remerciée. Je veux que vous compreniez ce que j'ai fait ensuite, car c'est tout l'intérêt. Je ne l'ai pas accusé. Je n'ai pas lu le texto à voix haute. Je n'ai pas brandi le courriel ou les papiers. J'ai juste commencé à lui demander, devant tout le monde, de raconter son histoire. Ma mère raconte aux gens depuis des années qu'elle m'a aidé à me remettre sur pied après la mort de mon mari. Ai-je dit, ma voix égale, presque chaleureuse. Maman? J'aimerais que tout le monde l'entende. Raconte-leur. Raconte-leur ce que tu as fait pour moi et les jumeaux cet hiver-là. Il y a un silence particulier qui tombe lorsqu'un menteur se voit tendre le microphone et se rend compte que la vérité est dans la pièce avec lui. Le sourire de ma mère a tenu une seconde de trop. Elle a jeté un coup d'œil aux journalistes, aux familles de producteurs laitiers, à Estelle. Elle calculait quelle version de l'histoire la salle connaissait déjà et elle calculait mal. Car elle n'avait jamais mis les pieds dans cette vallée pour le savoir. Eh bien, a-t-elle dit, nous, une famille. On se serre les coudes. Nous avons fait ce que n'importe quelle famille ferait. Et maintenant son menton s'est relevé et le vieil orgueil est monté en elle comme l'eau trouvant son niveau. Maintenant. Nous sommes ses parents. Nous l'avons soutenu. On nous doit notre juste part de tout ça. C'est tout à fait normal. On nous doit notre juste part. Elle l'a dit à voix haute dans un microphone devant 200 personnes et un journaliste avec un enregistreur en marche. La cupidité qu'elle avait cachée derrière 8 ans d'histoire de salle paroissiale est sortie en pleine lumière sur ses deux pieds. Le silence a alors changé. On pouvait le sentir changer. Et c'est alors qu'Estelle Whitkim, qui avait goûté 200 fromages par mois pendant 40 ans et ne tolérait pas les menteurs, s'est avancée de la foule. J'ai acheté la première meule que cette femme a jamais vendue, a dit Estelle. À la salle, pas à moi. Dans ma boutique à Boston. Elle est venue seule avec 40 meules dans un camion et de la boue sur ses bottes. Et je n'ai jamais de ma vie goûté quelque chose comme ça. Il n'y avait pas de famille avec elle. Il y avait elle. Une recette et le culot de frapper à ma porte. Puis Marian, ma Marian, qui n'élevait jamais la voix. Qui avait laissé une lumière allumée pour moi 11 ans auparavant. Elle n'est pas venue au microphone. Elle a juste parlé de là où elle se tenait. Et la salle s'est tournée pour la trouver. J'ai laissé la lumière de ma cuisine allumée pour ces bébés la nuit où tu as perdu Owen, T. A-t-elle dit, regardant non pas moi, mais ma mère. J'ai conduit 90 minutes dans la neige pour les ramener à la maison. Sa voix ne tremblait pas. Où était la tienne, Darlene? Où était ta lumière cette nuit-là? J'ai regardé mon père un instant. Un seul instant. Je l'ai vu lever la tête. J'ai vu sa bouche s'ouvrir. J'ai vu 11 ans des bons mots se rassembler derrière ses dents, et je me suis permis d'espérer. Puis ma mère s'est retournée et l'a regardé. Et il a fermé la bouche et il a regardé le sol de ma grange comme il avait regardé le sol de la sienne. Et il l'a choisi à nouveau.
Il l'a toujours choisi. Le silence, il s'avère, est aussi un choix. C'était juste le seul qu'il ait jamais fait. Tous les visages dans cette grange se sont tournés vers moi. Je me suis penché vers le microphone. J'ai dit la chose la plus courte et la plus vraie que j'ai jamais dite. Tu as dit que mon deuil n'était pas ton fardeau. J'ai laissé cela en suspens. Mon succès n'est pas ta récompense. J'ai sorti le carnet d'Owen de mon manteau et je l'ai brandi pour que la salle puisse le voir. Une petite chose ordinaire et cornée. Tout ce dans quoi vous vous tenez a commencé avec 4 mots que mon mari a écrits ici. Ai-je dit? Aucun d'entre eux n'était les vôtres. Le visage de ma mère s'est défait. Pas en larmes, en fureur. Elle a attrapé mon père par le bras et l'a tiré vers la porte. Dépassant les familles de producteurs laitiers, le journaliste, la lumière. Paige les a suivis, son sourire de courtier disparu, car Gordon lui avait déjà tourné le dos. Mon père a hésité sur le seuil, une demi-seconde, un pied dans la lumière. Puis il a suivi ma mère dans l'obscurité, et les portes de la grange ont laissé entrer un souffle de froid et se sont refermées. Pendant un moment, personne dans cette grange n'a bougé. Puis quelqu'un a commencé à applaudir. Pas le genre cruel, destiné aux personnes qui venaient de partir, mais le genre chaleureux. Destiné à ceux qui étaient restés. Cela s'est propagé à travers les familles de producteurs laitiers. Les voisins et les gens venus de Boston. Et ce n'était pas fort, exactement. C'était constant. Marian a trouvé ma main et l'a tenue. Clara s'est pressée contre mon flanc. Jonah, qui ne manquait rien, m'a regardé et a demandé, « C'était grand-mère » en parlant de la femme qui venait de sortir. Et j'ai réalisé qu'il n'avait aucun souvenir d'elle. Que pour lui, elle était une étrangère en habit du dimanche, et que ce n'était pas une tragédie. Mais une miséricorde. Non, mon bébé, ai-je dit, et j'ai posé ma main sur le bras de Marian. Voici ta grand-mère. Mon père est resté dans le parking après que ma mère soit allée à la voiture. Je l'ai trouvé là quand je suis sorti prendre l'air, debout entre les rangées de camions. Son souffle embuant l'air froid d'avril, un vieil homme dans son manteau d'église. J'aurais dû ouvrir la porte cette nuit-là, a-t-il dit. Il ne m'a pas regardé. Ta mère, elle était d'une de ses humeurs. J'aurais dû ouvrir la porte. Pendant 11 ans, je l'avais imaginé dire une version de cela. J'avais pensé que cela déferait quelque chose en moi. Ce ne fut pas le cas. Tu aurais encore pu le faire, papa, ai-je dit doucement. N'importe quelle nuit pendant 11 ans. Le téléphone fonctionnait dans les deux sens. Il n'avait pas de réponse à cela. Car il n'y en avait pas. Une porte verrouillée est un seul moment. 11 ans de silence, c'est une vie. On ne peut pas s'excuser pour une vie avec une seule phrase dans un parking. Et une partie de lui le savait, car il n'a pas réessayé. Elle attend dans la voiture, a-t-il dit. Je sais, ai-je répondu. Il est monté. Ma mère n'a pas tourné la tête. Les feux arrière ont descendu l'allée, sont sortis sur la route et ont disparu. Et je suis resté dans le noir, à la lumière de ma propre grange. Et j'ai ressenti plus que tout un grand et simple calme. Il n'y a pas eu de procès. Il n'y avait rien à poursuivre. Mes parents n'avaient jamais possédé une part de quoi que ce soit parce qu'ils n'avaient jamais donné une part d'eux-mêmes. La transaction s'est conclue la semaine suivante, exactement comme elle avait été construite. L'argent a été transféré selon les papiers que Nora et moi avions signés en 2016. Les 3/4 pour moi, le reste pour Cyrus et Marian pour la ferme. La terre et le nom de famille. Les noms de mes parents n'apparaissaient nulle part parce qu'ils ne s'étaient mis nulle part. Le stratagème de commission d'intermédiaire de Paige est mort au moment où Gordon l'a entendu dire. Juste part dans le même souffle que sa mère. On ne peut pas être le courtier d'une famille que l'on a abandonnée. Ce qui leur est arrivé par la suite n'est pas quelque chose que je leur ai fait. C'était simplement la forme que leur propre choix avait toujours eue, enfin rendue visible. L'article du journaliste a été publié et il ne disait pas ce que ma mère avait passé 8 ans à raconter au 3e banc qu'il dirait. Wellers Falls est une petite ville. Et les petites villes ont une mémoire plus longue que ma mère ne l'avait escompté. La version où elle m'avait sauvé a doucement cessé d'être répétée. Elle avait bâti sa réputation sur une histoire,
et l'histoire avait un trou maintenant. Et tout le monde pouvait voir à travers. Ma mère n'a plus appelé. Je pense que sa fierté pouvait survivre au refus d'argent. Je ne pense pas qu'elle pouvait survivre au fait d'être vue. Le lendemain matin de la journée portes ouvertes, Marian m'a trouvé dans la salle de fabrication. Et j'ai essayé de lui donner plus que ce que les papiers lui accordaient déjà. Je voulais, dans l'euphorie de tout ça, donner aux barrettes une plus grande part. Pour dire merci avec des chiffres. Elle n'a pas voulu l'accepter. Nous possédons déjà ce qui est à nous, ma chérie, a-t-elle dit. Nous t'avons accueilli parce que tu étais d'Owen. Et puis nous t'avons gardé parce que tu étais toi. N'ose pas transformer ça en une transaction. C'est ce qu'ils font. Alors, au lieu de donner aux barrettes plus d'argent, je les ai honorés d'une autre manière. J'ai fait une chose avec ma part, discrètement, la semaine d'après. J'ai créé un fonds. Je l'ai appelé le fonds Owen Barrett, et j'y ai mis le premier chèque moi-même. Et son seul but était d'aider les enfants des petites familles de producteurs laitiers à aller à l'école. Les fils et les filles de la vallée qui nous avaient maintenus en vie. J'ai fait photographier le carnet pour la couverture. 4 mots de la main de mon mari. Comment sauver le vallon? Il pensait à une ferme. Il s'est avéré qu'il avait écrit quelque chose de plus grand qu'il ne le savait. J'ai donné à Clara et Marian une copie des papiers du fonds à conserver. Et Clara, 13 ans maintenant. Grande et sérieuse et déjà meilleure avec les animaux que je ne l'ai jamais été. M'a regardé et a demandé, est-ce que je pourrais gérer la salle de dégustation un jour? Quand je serai plus grande? Tu pourras tout gérer un jour, lui ai-je dit, si tu le veux toujours. La transaction s'est conclue ce printemps-là. Et le bruit autour s'est estompé plus vite que je ne l'avais prévu. C'est à nouveau calme maintenant, le bon genre de calme. Je vis toujours à Barrett-Hollow. Le complément de prix me maintient en poste encore un moment, et ça ne me dérange pas. J'aime le travail, les caves et l'odeur de la salle de fabrication le matin. Cyrus a 77 ans et dort enfin toutes les nuits. Marian laisse toujours la lumière de la cuisine allumée par habitude maintenant, au lieu de la peur. Et chaque fois que j'arrive dans l'allée après la tombée de la nuit et que je la vois brûler, quelque chose dans ma poitrine s'apaise. Clémentine a vécu sa retraite dans le bon pâturage, celui avec la vue. Et quand elle est finalement décédée de vieillesse, nous l'avons enterrée au sommet de la colline. La vache que le marché disait ne valoir que de la viande est la raison pour laquelle il y a une centaine de familles avec des chèques de lait dans une vallée qui se mourait. Je pense à ça chaque fois que quelqu'un me dit qu'il peut voir d'un coup d'œil ce qu'une personne ou une chose vaut. Les jumeaux sont maintenant des adolescents. Ils connaissent leur père à travers son carnet, sa veste et les 4 mots qui ont tout commencé. Et à travers le fond qui porte son nom dans la vie d'autres enfants. La semaine dernière, Jonah m'aidait à empiler des meules dans la cave. Et il s'est arrêté et a demandé de nulle part, penses-tu que papa aurait aimé ça? J'ai regardé les étagères de fromage, la lumière descendant les marches de pierre. Mon fils avec les mains de son père. Il aurait adoré, ai-je dit. Chaque centimètre. J'ai envoyé un seul texto à mon père après cette nuit dans le parking. Une seule ligne, et je le pensais, et je n'ai pas changé d'avis. Si jamais tu viens seul, j'écouterai. C'est tout ce que je peux donner. Il n'est jamais venu. Cela raconte sa propre histoire, et j'ai fait la paix avec ça. Le pardon, j'ai appris, n'est pas la même chose que de rendre à quelqu'un une clé. On peut souhaiter du bien à une personne et garder quand même la porte verrouillée. On a juste le droit d'être celui qui décide. Cette fois, 2 maisons à 90 minutes de distance. L'une a laissé son Porsche dans le noir la pire nuit de ma vie. L'autre a laissé la lumière de sa cuisine allumée pour une étrangère qu'elle n'était même pas sûre de pouvoir joindre. Pendant des années, j'ai pensé que la tragédie de ma vie était la maison sombre. J'avais tort. Le cadeau de ma vie était celle qui était éclairée. Ce n'est pas le sang qui a fait de ma famille. C'est le fait de rester. Si vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi, alors quelque part dans votre propre vie, il y a une personne qui s'est présentée quand cela leur coûtait tout. Un Marian, un Cyrus, quelqu'un qui a laissé une lumière allumée pour vous. Faites-moi une faveur ce soir. Parlez-moi d'eux dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux.
Et si cette histoire vous a touché? Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que le sang n'est pas la même chose que la famille. Et abonnez-vous pour que la prochaine histoire trouve son chemin jusqu'à vous aussi. La porte que ma mère a verrouillée s'est rouverte. À la fin, elle s'est juste ouverte de mon côté, et c'est moi qui ai décidé qui pouvait la franchir. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.